Bonjour à tous, amis auditeurs de Radio Courtoisie. Comme tous les samedis matins en direct, c'est le libre journal des controverses. Alors avant ça, je tiens à saluer mes prédécesseurs, le libre journal des géopolitiques profondes, Nicolas Stocker en patron, assisté de Lara Stam. Ils avaient comme invité exceptionnel et ils ont réussi à le faire sortir en matinale. Notre ami Pierre Jovanovic, excellente émission comme toujours. Je salue Arnaud à la technique. Il remplace Virginie Mimi Glam. Elle a peut-être fait trop de concerts hier soir et donc du coup, elle a dû être remplacée, j'imagine. Enfin, j'imagine. Hein. Voilà. Donc c'est Arnaud à la technique que je salue aussi et bien entendu, Patrice, l'homme à la plus belle écriture de Radio Courtoisie. Il prendra tous vos commentaires, il prendra toutes vos questions. Et je sais qu'aujourd'hui, vous en aurez énormément parce qu'on va revenir sur la période crise sanitaire. Voilà, on parlera de la crise sanitaire. Il y a eu une information qui, bien entendu, n'a pas fait les gros titres des journaux. Enfin, si, elle a fait pour le coup le gros titre des journaux parce que la Cour de justice de la République a absous, voilà, elle a absous les Édouard Philippe, les Agnès Buzyn, les Olivier Véran. Et elle a dit non, mais ce n'est pas de leur faute, ils ont été tellement bons, tellement formidables. Ah ben, je passe les cafés maintenant, voilà, tenez, voilà, un petit café. Voilà, on passe les cafés à Radio Courtoisie, c'est le direct, c'est comme ça. Voilà. Agnès Buzyn, Édouard Philippe, Olivier Véran et tous ces gens, visiblement pour la Cour de justice de la République, ont fait tout ce qu'il fallait. Voilà. Et donc on va en parler avec Maître David Guyon. Vous le connaissez tous, vous le voyez très souvent sur YouTube. Il est toujours l'avocat des soignants suspendus. Il est aussi dorénavant l'avocat sur les ZF. Les fameuses zones de je sais plus quoi, enfin bref, il y a tellement d'acronymes dans ce pays liés à tout, mais la ZFE, je crois que c'est lié à l'écologie et aux voitures, à la voiture, voilà, vous ne pourrez plus circuler dans les grandes villes si votre voiture a plus de 10 ou 15 ans, je ne sais plus, moi vous savez tous que je n'ai pas le permis, je n'y connais pas trop en voiture, mais encore voilà, on voit que toutes les questions mondialistes, toutes les questions liées à Davos et compagnie se font entre les domaines de la santé et le domaine écolo. C'est le doublé gagnant. Bonjour cher maître. Bonjour Mike. Alors d'abord, voilà, vous étiez l'avocat des soignants, enfin vous êtes toujours l'avocat des soignants suspendus. Où ça en est là, les soignants suspendus? Alors je sais qu'ils ont pu revenir, mais j'imagine qu'il y a quand même des indemnités qui doivent être versées à ces gens qui ont perdu 18 mois de vie, si je puis dire. 20 mois exactement, entre le 15 septembre 2021 et le 15 mai 2023, suspendus sans aucune rémunération. Ça n'existait pas en fait avant la crise sanitaire. C'est la seule obligation vaccinale qui est assortie d'une suspension sans rémunération. Et effectivement, le 31 décembre 2024 était une première étape, c'est-à-dire une étape qui nous permettait d'éviter tout débat sur la prescription. Règle un peu technique, mais qui vous dit qu'en fait vous avez un compte à rebours pour agir, 4 ans, et si vous n'agissez pas dans les délais, c'est terminé. Donc c'est la raison pour laquelle le 31 décembre 2024 était une date importante, mais rappelons-le encore, il est encore temps d'agir, et pour ça il faut déterminer si on a un préjudice suffisamment grave, parce que la stratégie qui est proposée, c'est de dire, très bien, la crise sanitaire, l'obligation vaccinale, tout a été jugé comme étant légal, c'est la vérité judiciaire, elle s'impose à nous, aussi désagréable que ce soit, mais elle s'impose à nous. Donc pour demander une indemnisation, aujourd'hui on est dans un rapport purement arithmétique. Est-ce que votre préjudice est assez grave financièrement pour justifier une indemnisation? Si c'est le cas, vous êtes indemnisé, même si tout a été jugé parfaitement légal. Mais dites-moi, vous qui êtes juriste, cette suspension, est-ce que elle est bon, elle est passée par la loi, certes, mais est-ce que cette loi de la suspension, est-ce que l'on sait aujourd'hui si elle est constitutionnelle, si elle est légale, si je puis dire, parce qu'on est parti quand même, on est sorti de tout cadre du droit du travail.
Ah, c'est une exception, une énorme entorse au droit du travail et même aux garanties des agents publics également, hein, parce que la fonction publique, notamment les agents publics, il faut retenir une chose, c'est que vous faites vœu de pauvreté parce que vous ne serez jamais riche dans la fonction publique. Vous êtes moins bien payé dans le privé. Par contre, la garantie qu'on vous donne, c'est que vous avez un emploi à vie. Et là, avec la loi du 5 août 2021, on vous dit en fait, vous n'avez pas d'emploi à vie. Votre situation, elle est finalement précaire parce qu'on peut changer les règles du jeu en cours de jeu. Et ça, c'est terrible. Ça a vraiment mis fin à des personnes qui ont perdu la vocation du soin. Et on a perdu énormément de soignants pendant cette période. La loi du 5 août, est-ce qu'elle est constitutionnelle? Est-ce qu'elle respecte des libertés fondamentales? À mon sens, évidemment que non. En tant que constitutionnaliste, ça me paraît assez évident qu'un nombre incalculable de libertés fondamentales protégées par la Constitution sont malheureusement fracassées par la loi du 5 août 2021. Une première décision du Conseil constitutionnel avait été rendue, mais uniquement sur l'aspect passe sanitaire. Et sur l'obligation vaccinale, la LFI, c'est là que vous verrez qu'effectivement, c'est vraiment, pour le coup, ils sont pas contre le système, ils sont à l'intérieur du système. Ils ont contesté uniquement le délai qui avait été laissé aux soignants libéraux pour se mettre en conformité avec l'obligation vaccinale. En d'autres termes, c'était de dire, vous leur laissez seulement un mois jusqu'au 15 octobre 2021, c'est pas assez, vous devriez leur laisser un peu plus. Mais le principe même de l'obligation vaccinale n'avait jamais été remis en cause. Et donc, nous n'avons pas de décision du Conseil constitutionnel sur le fait de savoir si c'est vraiment conforme ou non, notamment à la liberté individuelle. Est-ce que je suis libre de disposer de mon corps? Et si je ne suis pas parce qu'on m'impose une injection, est-ce que je peux finalement la refuser sans subir la violence économique? Mais ça va aussi au-delà de ça. C'est-à-dire que dorénavant, parce qu'il y a eu un précédent, on pourra, pour d'autres métiers, suspendre arbitrairement des gens. Alors oui, Mike, vous soulignez quelque chose de très intéressant, c'est-à-dire que, je l'ai toujours dit, les soignants suspendus sont la première catégorie de citoyens suspendus. On a créé un précédent, on a vu que c'était possible, on a constaté que les juges étaient capables de dire qu'il n'y avait pas de problème, ce qui est vraiment dégueulasse, il faut le dire. Et on a vu que, notamment avec le convoi de la liberté, de l'autre outre-Atlantique, on a été capable de bloquer les comptes bancaires, notamment des camionneurs qui, justement, étaient en train de faire trembler le pouvoir. Les prochains gilets jaunes, vous pouvez être sûr, ce seront les prochains suspendus. C'est-à-dire qu'on pourra aussi, j'imagine, bloquer les comptes en banque des gens ici en France. Ah oui, Ça se fait déjà un peu, hein. C'est-à-dire qu'il y a on voit des associations proches de Radio Courtoisie, hein, des amis comme, je sais pas moi, Némésis par exemple, et voient leur compte bancaire justement suspendu. alors le blocage de comptes bancaires, effectivement, ce sont des mesures qui existent, des mesures d'exécution forcée, ça existe, mais c'est encadré juridiquement. Vous pouvez les contester, vous pouvez quand même faire un certain nombre de choses. Là, on parle vraiment d'une suspension complètement arbitraire où du jour au lendemain, votre banque vous explique que votre argent n'est plus votre argent. C'est déjà le cas pour le coup, hein. Parce que lorsque vous voulez retirer, je sais pas moi, 1000 euros, là, on vous demande pourquoi vous voulez les retirer. Donc on se demande si vraiment c'est notre argent. Tout à fait. Non, mais effectivement, quand un Américain constate les règles bancaires qui s'appliquent en France, on se pose vraiment la question de savoir si on est encore libre. Ça va pas se faire du jour au lendemain. Vous avez bien compris, Mike, qu'aujourd'hui, clairement, le terreau est déjà hyper fertile pour faire en sorte qu'on puisse arriver de plus en plus à une suspension de n'importe quel citoyen qui serait un contestataire supposé dangereux du gouvernement en place. C'est-à-dire que, voilà, vous confirmez pour revenir aux soignants suspendus qu'on ne sait pas si c'est constitutionnel ou pas. Parce que en réalité, on n'a pas posé la question. On n'a pas posé la question, donc le Conseil constitutionnel n'a pas répondu à une question qu'on ne lui a pas posée. Toutes les QPC, c'est-à-dire questions prioritaires de constitutionnalité, c'est-à-dire on demande pendant un procès à ce qu'on saisisse le juge constitutionnel pour savoir si l'obligation vaccinale, et notamment les articles 12 et 13, étaient conformes à la Constitution. Chaque fois, le Conseil d'État a botté en touche en disant non, mais c'est pas très sérieux votre question. Pourquoi? Parce que, voilà, vous n'avez pas de réponse et parce que c'est comme ça. Mais comment se fait-il qu'aucun parti qui était présent à l'Assemblée nationale n'a posé cette question de constitutionnalité des soignants suspendus? Ni LFI, vous venez de le confirmer, ni RN. Alors peut-être qu'à l'époque, ils n'avaient pas assez de députés. Donc, J'en avais assez. Ah, ils en avaient assez? Bon. Et pourquoi justement aucun parti, même d'opposition à M. Macron, ni le PS, ni les Verts, ni que sais-je, n'ont posé cette question, quoi. Alors que là, on aurait gagné du temps, en fait. On aurait gagné du temps, évidemment. Ils pouvaient le faire. C'est pour ça que tout à l'heure, j'avais envie de parler d'opposition contrôlée. Là, pour le coup, vous avez vraiment l'illustration parfaite de ce qu'est l'opposition contrôlée, c'est-à-dire de ne pas poser
les questions qu'il aurait fallu poser au moment où elle pouvait le poser, tant le RN que LFI, hein, les deux sont aussi fautifs l'un que l'autre. Il y a deux raisons à ça. Soit ce sont manifestement des questions qui ne les intéressent pas, et on peut le comprendre parce que, encore une fois, vous savez, la crise sanitaire, on ne l'a pas tous vécue de la même manière. Vous aviez ceux qui étaient profondément meurtris et atteints par les questions de liberté qui étaient en jeu, j'en faisais partie, et vous avez ceux pour lesquels, finalement, une injection, ça permettait de retrouver une vie normale, et on ne voit pas où est le problème. Et ils étaient très nombreux, ces personnes. Et on doit les retrouver forcément sur les bancs de l'Assemblée nationale. Et puis vous avez la deuxième question, c'est est-ce qu'ils étaient simplement peut-être juste incompétents? Parce que je sais très bien qu'il y a des constitutionnalistes, des confrères, comme notre confrère Divisio, qui avaient écrit aux députés pour leur dire voilà les questions que vous devez poser, et merci de les poser. Et pourtant, ça n'a pas suffi. Ils ne l'ont pas fait. Et ils ne l'ont pas fait. Bon, chacun jugera de ce que les partis, les uns les autres, sont en réalité. On va parler un peu de ce ZFE. Je voudrais avoir un petit mot parce que ça vient d'arriver. Et puis vous travaillez dessus. Bien entendu, après, nous reviendrons sur le sujet principal. La ZFE, et surtout qu'en plus à Paris, voilà, ça va être appliqué très vite. Enfin, c'est déjà appliqué et ça va être, appliqué de manière zélée, j'imagine. Hein. Voilà, parce que Paris, c'est vraiment le laboratoire d'un peu ce que tout le mondialisme peut mettre de mauvais en soi. Le ZFE, vous êtes... dites-nous un peu, tiens, pour le coup, ce que c'est réellement ce ZFE. À quel moment les gens commenceront à avoir ces amendes? Et est-ce que là aussi, on est dans quelque chose de constitutionnel? Alors les ZFE, les zones à faible émission. Moi, je les appelle les zones à forte exclusion. C'est pas moi qui ai inventé cette expression, mais effectivement, je trouve que c'est clairement l'illustration de ce que c'est-à-dire un pass écologique dans lequel votre liberté d'aller et venir, de circuler, va devenir facultative et dépendra du respect de critères qui sont subjectifs et évolutifs. D'accord ? Le critère 3, c'est quoi ? C'est tous les véhicules qui ont été mis en circulation avant le 31 décembre 2010 sont considérés automatiquement, quel que soit le modèle, la puissance ou autre, comme étant des véhicules polluants. Et à partir de ce moment-là, vous ne pouvez plus circuler dans certaines zones. Autre mesure, depuis le 1er janvier 2025, c'est là il y a quelques jours, hein, ce sont dorénavant toutes les grandes métropoles de plus de 150 000 habitants qui sont concernées par les ZFE. Est-ce que ça, c'est la loi ou c'est une directive d'un maire? Alors, la loi de 2018 a instauré les ZFE, c'est pas nouveau. Elle avait fixé un calendrier qui était connu à l'avance, donc 1er janvier 2025 était une étape importante. Et après, ce sont les établissements publics intercommunaux, donc les métropoles, les communautés de communes, qui décident si elles veulent mettre en œuvre ou non des ZFE en fonction de critères de qualité de l'air. Donc c'est facultatif. Et nous, par exemple, sur Montpellier, on se retrouve avec des maires qui sont plutôt à gauche sur l'échiquier politique, qui se rendent compte du caractère extrêmement liberticide, mais également extrêmement discriminant envers notamment les catégories sociales les plus défavorisées de ce type de mesures, et qui ont décidé, notamment à Montpellier, mais on verra dans d'autres ZFE, à mon avis c'est également le même cas, de temporiser et de ne plus appliquer la loi. Sauf qu'à partir du moment où vous avez mis le doigt dans l'engrenage, vous n'avez plus vraiment le choix. On n'applique pas la loi si on a envie, en fait. On applique la loi parce que vous avez décidé de vous soumettre à cette mesure qui était la ZFE. Vous l'avez instaurée sur le périmètre de votre territoire. Maintenant, vous devez l'appliquer. Mais, Mike, vous le savez très bien, en 2026, on va assister à un printemps fleuri, un printemps d'élections municipales. Et évidemment, quand vous sanctionnez financièrement une grosse partie de votre électorat, ça pose problème. Sauf qu'une tolérance, le fait de ne pas appliquer les contraventions 68 € et 135 € pour les ZFE, ça reste pas un droit. Une tolérance n'est pas un droit. C'est-à-dire que demain, si vous décidez d'appuyer sur le bouton, vous l'activez, et à partir de ce moment-là, vous mettez des millions de personnes sur le banc de la grande précarité, de la financière et naturellement écologique, parce qu'on ne pourra pas tous changer de véhicule, on ne pourra pas tous se dispenser de circuler dans ces zones. C'est pas uniquement les grandes villes, c'est les métropoles. Notamment sur Montpellier, c'est tous les petits villages aux alentours. Donc c'est des millions de personnes qui sont concernées. À Paris, c'est toute la couronne et c'est Paris même. C'est-à-dire que c'est Paris et 92, 93, 94 qui sont concernés. Effectivement, une grosse partie, c'est une grosse partie de Paris, donc c'est pas simplement Paris. Et donc ces mesures qui viennent s'ajouter évidemment à toutes les autres mesures de contrôle, parce que dorénavant vous avez les voies classées, vous savez, pour
pour certaines zones où vous devez rouler évidemment avec des passagers, sinon vous pouvez plus circuler dans ces zones-là. Vous pouvez être verbalisé par de la vidéosurveillance qui est à base d'AI, non d'IA. Donc évidemment, tout ça vient s'ajouter aux ZFE et on voit vraiment clairement que tout est fait pour contraindre par la force, par l'écologie punitive, les citoyens à adopter un nouveau comportement qui a été voulu par nos élites, qui eux-mêmes ne sont pas concernés par les mesures qu'ils sont en train de nous infliger. Surtout que, voilà, une voiture de 2010, ça fonctionne encore très bien, même de 2000, hein, si elle est bien entretenue, ça fonctionne encore très très bien. Et faut pas oublier que, moi je vois sur les publicités à la télévision que les voitures, elles ont été vachement majorées au niveau du prix, dans le sens où, étant donné qu'elles ont dorénavant beaucoup d'électronique, j'ai l'impression qu'elles valent 10 voire 15 000 euros parfois de plus sur un modèle à peu près équivalent qu'en 2010. Alors c'est pas une impression, hein, ça vaut vraiment beaucoup plus cher. Voilà, c'est ça. Parce que le coût des matériaux, la crise ukrainienne a eu bon dos évidemment, mais ça a fait augmenter le prix de l'énergie, le prix des matériaux. Et donc évidemment, aujourd'hui, un véhicule vaut beaucoup plus cher qu'il y a 10 ans. Le même modèle vaut beaucoup plus cher. C'est fou quoi. Et donc du coup, ça concerne combien de personnes Bah, c'est- qui sont dans des voitures avant, qui sont répertoriées avant 2010? Alors on n'a pas les chiffres officiels, c'est compliqué d'avoir ces chiffres-là. Par contre, évidemment, c'est aujourd'hui, moi, constamment, mon cabinet est constamment saisi de ces questions-là, parce que on a communiqué sur nos réseaux en expliquant que la ZFE de Montpellier ferait partie de la première ZFE qu'on contesterait. On veut voir déjà si nos arguments peuvent fonctionner. Nous, ce qu'on Ouais. va contester, c'est principalement les critères qui ont mis en œuvre la ZFE. Je pense que le principe même de la ZFE, vous ne pourrez pas le faire tomber parce que c'est la loi qui le prévoit. Par contre, les critères d'application locale d'une ZFE, vous pouvez les faire tomber. Comment? Bah, vous considérez que les critères de qualité de l'air qui ont justifié la mise en œuvre à l'époque ont évolué avec le temps. Exemple, Paris, c'est assez simple de considérer quand même qu'il y a beaucoup moins de circulation qu'il y a 10 ans. Et qu'évidemment, la qualité de l'air doit forcément être bien meilleure aujourd'hui qu'elle l'était à l'époque. Donc la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que c'est toujours justifié? Bah, je ne sais pas parce que si la qualité de l'air est meilleure, étant donné qu'il y a de plus en plus d'embouteillages sur Paris, étant donné que les voies de vélo qui n'existaient pas se sont créées et sont devenues immenses. Par exemple, tiens, rue de Rivoli, il y a dorénavant une seule voie. Circuler dans Paris, c'est un enfer. Mais bon, le truc, c'est que Madame Hidalgo n'a pas d'électeurs. Enfin, je veux dire, ces électeurs, pour la plupart, ne roulent pas en voiture. Oui, tout à Donc fait. elle s'en fout. C'est l'incarnation du bobo parisien, effectivement. Pas pour autant qu'il faut les stigmatiser, mais pour moi déjà ça fait partie du premier élément, c'est est-ce que c'est toujours justifié à l'heure actuelle? Évidemment, la situation évolue, les villes évoluent. Le sens de l'histoire, c'est quand même plutôt des villes de plus en plus piétonnes, avec forcément une éjection des automobilistes à l'extérieur des villes. Alors, je rappelle le nom de notre ami, Maître David Guyon. On me demande déjà comment vous contacter. Bah, sur le site déjà, Maître David Guyon. Contact. Et oui, et je parle aussi encore du ZFE parce que j'imagine que nombre de nos auditeurs auront des problèmes à l'avenir. Euh, vous pensez que juridiquement, il y a des choses à faire, donc du coup, contre la décision de Madame Hidalgo? Oui, moi je vous ai dit, je pense à trois, quatre arguments qui me paraissent déployables sur n'importe quel ZFE qu'on est nous en train de déployer sur Montpellier. Premier, est-ce que les critères qui à l'époque avaient justifié l'instauration d'une ZFE sont toujours d'actualité? Vous verrez qu'il y a vraiment matière à discuter. La deuxième, c'est est-ce que la liberté d'aller et venir n'est pas manifestement et de manière disproportionnée atteinte? On peut réduire la liberté de circuler, la liberté d'aller et venir, mais il ne faut pas que ça dépasse un certain degré. Et là, quand on est en train de vous expliquer qu'en fait, vous n'aurez plus de véhicules et que vous allez vous retrouver du jour au lendemain sans aucune possibilité de pouvoir circuler, on peut se poser la question de la proportionnalité. La troisième, c'est le droit à la vie privée familiale. En fait, vous allez devoir complètement modifier votre vie. Vous allez devoir complètement modifier vos habitudes. Sauf que ça peut se faire dans la douceur, mais quand ça se fait dans la violence, là c'est vraiment une violence, eh bien on peut se poser exactement la même question, à savoir est-ce que c'est proportionné. Et enfin, le dernier point, c'est le principe du droit de propriété. Je me retrouve spolié de mon véhicule qui ne vaut plus rien. Je me retrouve parfois dans la difficulté de ne plus pouvoir travailler ou utiliser les outils de mon travail en raison de la ZFE. Je subis des conséquences qui sont manifestement disproportionnées, comme les soignants suspendus, et je peux demander une indemnisation, quand bien même la ZFE serait jugée comme étant parfaitement légale. Mais pour ça, il faut contester ce type de mesures, et n'importe quel citoyen peut saisir le tribunal administratif applicable devant chez lui.
Tiens, Maître David Guyon, si des gens parmi nos auditeurs veulent vous contacter sur votre site. Oui, sur mon site. Après, je suis vraiment présent sur tous les réseaux. C'est très facile de rentrer en contact. À chaque fois, il y a mon site internet, il y a nos différents réseaux. Et on a nos adorables secrétaires qui répondent du lundi au vendredi au téléphone et qui se feront un plaisir de vous renseigner. Maître David Guyon, une dernière question au sujet de la ZFE. Mais si le tribunal, par exemple, dit oui, mais attendez, monsieur, dame, vous avez, peut-être qu'à Montpellier, ce n'est pas le cas, mais en tout cas, à Paris, vous avez les RER, les métros, utilisez votre carte Navigo pour travailler. Pourquoi voulez-vous utiliser la voiture? C'est là où il faut essayer de démontrer qu'en réalité, c'est pas une question de est-ce que la circulation en véhicule est le seul et unique moyen. C'est pas ça la question. La question, c'est est-ce que c'est justifié, nécessaire et proportionné que j'ai cette restriction de liberté. Dans une démocratie libérale, ce que nous sommes officiellement, même si aujourd'hui j'ai de plus en plus de doutes, le principe c'est la liberté. Je suis libre de circuler. Par exception, il peut exister des restrictions, mais attention, comme nous sommes dans une société libérale, il y a 3 conditions. Il faut que ce soit nécessaire, il faut que ce soit utile, il faut que ce soit proportionné. Nécessaire, on a le but de lutter contre la pollution de l'air. Et ça permet de le faire. Ok, il faut le démontrer. C'est utile, effectivement, ça permet d'atteindre effectivement le résultat qui était souhaité, il faut le démontrer. Et troisièmement, c'est proportionné. Je ne peux pas prendre de mesures moins restrictives pour atteindre le même résultat. Et ces 3 conditions, elles doivent être démontrées préalablement, elles ne doivent pas être démontrées après. Aujourd'hui, depuis un peu plus de 10 ans, on nous demande quoi ? On nous demande de croire sur parole le gouvernement. Eh bien ça, c'est discutable et on peut faire tomber ce type de mesures devant le tribunal. Et malheureusement, aujourd'hui, les recours contre les ZFE, franchement, il n'y en a quasiment pas. Et vous appelez à la mise en place d'un euro numérique. Absolument. Nos élites déroulent leurs plans contre nous. Mais nous aussi on a des plans contre eux. Déjà au travers de nos émissions avec une revue de presse économique pour faire le point avec vous, puis dans notre revue mensuelle avec des analyses financières et des solutions de décentralisation, et surtout dans notre stratégie anti-CBDC. Plus de 3 heures de contenu exclusif et gratuit pour apprendre concrètement à préserver votre épargne. Au programme, protection anti-crise, anti-banque, anti-État et bien d'autres solutions. Le temps joue contre nous, mais on peut se défendre.